Nouveau numéro du journal de l'économie sur SICA TV. Bienvenue à toutes et à tous. On y va tout de suite avec les principaux titres à développer tout au long de cette édition. En Côte d'Ivoire, le système de vente du cacao sera renforcé à partir de la prochaine saison. Parole du Conseil du café cacao ivoirien. En Afrique du Sud, le gouverneur de la Banque centrale se dit inquiet sur les pratiques et les erreurs de jugement du cabinet d'audit KPMG. Puis en fin d'édition, nous irons à la découverte des îles de Raja Ampat en Indonésie, un paradis touristique en sursis. À nouveau, bienvenue. Je l'annonçais en titre. En Côte d'Ivoire, le Conseil du café cacao a annoncé qu'il renforcera ses exigences envers les compagnies ayant conclu les contrats avec les exportateurs basés sur le sol ivoirien durant la prochaine saison 2017-2018. Notons que la saison débutera le mois prochain. Les précisions, ce sera à travers ce récit. Le Conseil du café cacao ivoirien prévoit de renforcer ses exigences à l'endroit des sociétés contractant avec les exportateurs basés en Côte d'Ivoire. La mesure prendra effet à compter du mois d'octobre, soit le début de la prochaine campagne 2017-2018. Les sociétés en question devront donc désormais, entre autres, fournir une preuve d'existence d'au moins 3 ans ou démontrer qu'elles sont dirigées par un individu possédant au moins 10 années d'expérience dans le commerce mondial. Parallèlement à cette mesure, les acteurs concernés devront également verser un dépôt de garantie d'une valeur de 200 millions de francs CFA dans une banque ivoirienne. Avec cette réforme, le Conseil du café cacao ivoirien veut limiter les risques de survenue durant la prochaine saison d'une crise similaire à celle de cette saison, liée à l'incapacité des exportateurs à honorer leurs contrats, faute de crédit suffisant. De la Côte d'Ivoire, nous allons nous rendre au Nigeria où 4 banques opèrent avec un niveau anormal de créances douteuses et des ratios de liquidité inférieurs à l'exigence minimale. L'information a été rendue publique par la Banque centrale. Suivez ce reportage pour plus de détails. La Banque centrale nigériane CBN a publié que 4 banques du pays effectuent des opérations avec un niveau anormal de créances douteuses et des ratios de liquidité inférieurs à l'exigence minimale. Aucune banque n'a été expressément nommée. Toutefois, les autorités de la CBN ont précisé que les 4 institutions dans leur ensemble représenteraient en taille une banque d'importance systémique. Les tests effectués par la CBN sur le secteur financier nigérian ont montré que les ratios d'adéquation du capital du secteur bancaire s'établissaient à 12,81% en avril, 11,51% en juin, alors que l'exigence réglementaire minimum est de 15% pour les banques ayant des licences internationales. En supprimant les 4 banques mises en cause de l'échantillon, les indicateurs de performance financière révèlent que le taux de créance douteuse ainsi que le ratio de liquidité sont tous passés au-dessus de l'exigence prudentielle. En avril dernier, le Fonds monétaire international évoquait 3 banques avant de revoir sa liste à la hausse le mois dernier. Selon l'institution financière, ces acteurs financiers représentaient au mois d'avril environ 5% des actifs de l'industrie financière nigériane. Le gouverneur de la Banque centrale d'Afrique du Sud a expliqué avoir, je cite, noté avec inquiétude les pratiques regrettables et les graves erreurs de jugement du cabinet d'audit KPMG. Une inquiétude qui fait suite à une déclaration de l'entreprise la semaine précédente concernant le travail effectué au nom de la famille Gupta, une famille controversée. On l'écoute. Nous avons noté avec inquiétude les pratiques regrettables de vérification des comptes et les graves erreurs de jugement qui se sont produites chez KPMG et qui ont entraîné des dommages considérables pour certains individus, certaines organisations et le pays dans son ensemble. Les annonces faites hier et vendredi dernier d'une enquête indépendante, en plus de l'enquête interne déjà entreprise, constituent des premières étapes importantes pour regagner la confiance du public.
Le succès de ces mesures dépendra en grande partie de la crédibilité de l'initiative mise en œuvre. Concernant toutes les affaires menées avec KPMG par la Banque centrale en tant qu'institution, nous nous réservons le droit de reconsidérer notre position, mais nous avons pour l'instant décidé de laisser l'enquête indépendante suivre son cours. Les décisions finales seront prises une fois que les conclusions de l'enquête indépendante auront été prises en considération. Nous parlerons à présent de tourisme et ce sera en Indonésie où l'archipel de Raja Ampat, doté d'eau turquoise, de plages de sable blanc et de coraux multicolores, attire des visiteurs venus du monde entier. Il s'agit là d'un coin paradisiaque, toutefois menacé par le tourisme de masse. Voici le reportage. Un petit coin de paradis. Bienvenue à Raja Ampat. Un archipel de 1500 îles qui s'étale sur plus de 67 000 km² dans la province indonésienne de Papouasie occidentale. C'est incroyable. On a visité des millions d'îles, mais je dirais que celle-ci est la plus belle. Avec plus de 1400 espèces de poissons et 600 variétés de coraux, la région abrite l'une des plus grandes biodiversités au monde. Le gouvernement indonésien veut en tirer parti et développer transport et hôtels pour attirer les touristes dans une région aujourd'hui difficile d'accès. J'ai bon espoir de pouvoir rivaliser avec d'autres destinations à travers le monde, parce que Raja Ampat a beaucoup de sites naturels de toute beauté. Mais les tribus papous qui habitent ici s'inquiètent des conséquences du développement du tourisme de masse. Je pense que le gouvernement central devrait aborder tout cela en fonction de nos besoins culturels et intervenir en écoutant les aspirations culturelles des locaux. Le tourisme de masse a déjà laissé son empreinte à Raja Ampat. En mars, une fausse manœuvre d'un bateau de croisière a détruit quelques 13 500 mètres carrés de récifs coralliens près d'un site de plongée mondialement célèbre. Cette édition se poursuit, mais cette fois-ci avec la page invitée. Ce sera avec notre invité, Casimir Pedjo. On se dit à tout de suite. Alors, nous parlerons de la croissance économique à Madagascar en 2017, cette année. Une croissance à caractère non inclusif et ce sera avec vous, Casimir Pedjo. Bonjour et bienvenue, comme d'habitude. Merci d'avoir accepté de prendre part à cette édition. Bonjour, génial. Alors, je le disais tout à l'heure, nous allons parler de la croissance économique non inclusive au cours de cette année et ce sera à Madagascar. Alors, après 5 années de faible croissance, la croissance économique reprend de plus belle dans le pays. Quelles sont donc les raisons de cette reprise de l'économie malgache, Casimir Pedjo? Merci, génial. Il faut déjà dire que depuis 2016, le pays a commencé donc par afficher de très belles performances économiques, notamment au niveau de son secteur industriel. Madagascar aujourd'hui a donc engagé les réformes nécessaires pour pouvoir donc faire face aux difficultés d'il y a 5 ans qui ont plombé donc l'économie de ce pays. Il faut également dire que les raisons de cette reprise de l'économie se situent au niveau de la politique qui a été donc durant plusieurs années a été donc la bête noire au niveau de l'économie, l'insécurité. Les crises au niveau politique ont affecté l'économie de ce pays qui a perdu un peu la confiance au niveau de ses partenaires techniques et financiers. Un pays instable n'est pas forcément le pays qui attire plus d'investisseurs. Et donc aujourd'hui, Madagascar a compris et a atteint donc cette divergence en offrant désormais un mieux-être donc à sa population, notamment au niveau donc des entreprises. Je veux parler des petites et moyennes entreprises et des petites et moyennes industries, surtout dans ce pays qui, de plus en plus, ont commencé par s'afficher. Alors, une belle envolée, hein, on le disait tout à l'heure, Casimir Pedjo, mais quels sont donc les secteurs favorables à ce décollage-là? Alors, il faut dire que l'économie malgache tire tout le bien des 3 secteurs, à savoir le secteur primaire, le secteur secondaire et le secteur tertiaire. Au niveau du secteur primaire, comme vous pouvez l'imaginer, c'est donc le sous-secteur
minier qui aujourd'hui est en train de donner les embellis au niveau donc, du pays. Il faut dire que l'extraction minière aujourd'hui, ça va être la chose la mieux partagée au niveau du pays, qui donne directement, donc, qui ouvre donc les fenêtres au niveau du secteur secondaire, l'industrie qui aujourd'hui est en train de se développer au niveau du pays. Il faut également ajouter à ces deux secteurs-là la partie très peu confortable, hein, c'est le secteur tertiaire avec le commerce, les services, mais aussi les banques et assurances qui aujourd'hui ont compris un certain nombre de choses. Nous voudrions aussi ajouter à tout ceci l'agriculture qui aujourd'hui est en train de reprendre au niveau du pays, même si les observateurs affichent un certain pessimisme au niveau de l'agriculture malgache parce que employant encore des méthodes rudimentaires, employant surtout une population active très peu reconnue qui travaille dans l'informel, cependant l'agriculture malgache pourra donner quelques pourcentages en termes donc, de croissance. On parle déjà de 2,8% en termes donc, de croissance au niveau donc, du sous-secteur agriculture qui pourra donc permettre au pays de mieux se porter d'ici les 5 prochaines années. Alors, cette croissance malgache, il faut le dire, semble échapper à l'assiette malgache. Comment est-ce que cela s'explique ? Il faut dire que c'est le contraste qu'on note au niveau donc, de l'économie, au niveau du pays. La croissance macroéconomique n'a pas d'impact sur la population. Les Malgaches vivent très mal parce que, ils n'ont pas accès directement aux 5 besoins fondamentaux, à savoir se nourrir, se vêtir, se soigner et aussi l'éducation. Et donc forcément, aujourd'hui, le gouvernement n'a pas pu faire la conciliation entre le développement économique et le développement à la base. Je veux parler de... C'est assez paradoxal, ça. C'est assez paradoxal. Aujourd'hui, la population n'est pas la chose la mieux partagée. Enfin, la priorité pour le gouvernement n'est pas donc sa population. Et donc, ça pose un problème. Et on parle aujourd'hui de taux de pauvreté au niveau donc, du pays avoisinant les 55%, ce qui n'est pas du tout bien au regard donc, des institutions de Bretton Woods qui met beaucoup plus l'accent sur le développement humain que sur le développement macroéconomique. Donc, Madagascar doit tout faire pour pouvoir concilier donc, le développement économique et le développement de sa population. Dans ce cas, qu'est-ce que vous préconisez aux autorités malgaches pour que l'État, justement, œuvre pour remédier à cette situation que vous venez de nous exposer ? En tout cas, selon donc, les observateurs, notamment selon le système au niveau international, je veux parler des institutions de Bretton Woods, Madagascar doit continuer sa politique d'inclusion sociale, notamment au niveau donc, de l'emploi, la création d'emplois. Aujourd'hui, il y a plus d'emplois précaires au niveau donc, du pays. Le pays vit dans une certaine précarité avec l'insécurité au niveau d'un certain nombre de facteurs. Le pouvoir d'achat du malgache aujourd'hui n'est pas donc la chose la mieux partagée. Il faut également dire que au niveau du pays, les autorités n'arrivent donc pas à assurer l'éducation n'est pas la chose la mieux partagée. Le secteur de la santé peine toujours à se développer et donc les autorités doivent mettre désormais, en tout cas pour le budget 2018, le pays doit mettre beaucoup plus l'accent sur l'inclusion sociale que sur le développement macroéconomique. Voilà, merci beaucoup Casimir Pédja pour toutes ces précisions. On se donne rendez-vous pour très bientôt. Toujours avec le même plaisir. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À très vite.